Bonjour et bienvenue à cette première table ronde de la clinique La Guardia, autour de laquelle nous allons parler d'un sujet d'une extrême importance qui touche à la santé intime des hommes. En effet, plus d'un homme sur 3 reconnaît avoir déjà eu dans sa vie ce symptôme. Vous l'avez deviné, il s'agit de la dysfonction érectile ou encore lorsque le moteur ne démarre pas. Vous êtes nombreux à vous poser des questions. Mais pourquoi moi? Est-ce que je peux guérir? Est-ce que c'est définitif? Alors aujourd'hui, nous avons réuni pour vous plusieurs spécialistes qui, je l'espère, pourront répondre à vos différentes interrogations. Alors, restez connectés, c'est parti! Alors, ce faisant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, nous avons avec nous ce soir Dr Sani Hamid. Bonsoir Dr Sani. Bonsoir Dr Akré. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous êtes urologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre spécialité et surtout quelle est la différence entre l'urologie et la sexologie en matière de questions d'érection? Alors, merci Dr Akré. Comme vous l'avez dit, je suis Dr Sani Hamid. Je suis urologue. Alors, l'urologie, c'est la spécialité de la médecine qui s'occupe de la prise en charge de pathologies urinaires chez l'homme et chez la femme et de pathologies de l'appareil génital chez l'homme. Donc, si on prend ce volet de l'urologie, qui est la prise en charge des pathologies génitales chez l'homme, on peut inclure la dysfonction érectile. Alors, je ne vais pas parler des différences entre la sexologie et l'urologie dans la prise en charge de la dysfonction érectile. Je dirais plutôt une complémentarité, puisque le patient, quand il vient, il peut consulter un urologue en première position ou bien consulter un sexologue en première position. Donc, on va toujours parler de la complémentarité entre l'urologie et la sexologie. D'accord. Merci, Dr Sani. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos spectateurs qu'est-ce que la dysfonction érectile? Alors, c'est une question très importante. Pourquoi? Puisque beaucoup de patients pensent qu'ils ont une dysfonction érectile alors qu'il n'en était pas le cas. La dysfonction érectile, c'est surtout cette incapacité à obtenir ou à maintenir une érection pour un rapport sexuel satisfaisant. Donc, si on entend bien cette définition, il y a plusieurs volets qui interviennent. Il faut d'abord qu'il y ait une difficulté pour obtenir ou bien une difficulté pour maintenir cette érection afin d'aboutir à un rapport sexuel satisfaisant. Donc voilà un peu les composantes de cette définition. Alors, à résumer, la dysfonction érectile, c'est quand le patient ou bien quand la personne n'arrive pas à avoir carrément une érection ou quand la personne arrive à avoir une érection mais ça ne permet pas de finir un rapport sexuel satisfaisant, on peut parler de dysfonction érectile. Et il faut toujours retenir qu'il y a un délai à partir duquel on peut parler de dysfonction érectile. Il faut que ce problème soit persistant ou récurrent pendant 3 mois. À partir de ce délai, on peut parler de dysfonction érectile. D'accord. Mais alors, docteur Sani, qu'est-ce qui entraîne cette dysfonction érectile? Ces problèmes persistants, ils sont dus à quoi? Alors, la dysfonction érectile a beaucoup de causes. Il y a plusieurs causes qu'on peut définir. La première des causes qu'on peut définir, c'est surtout les pathologies métaboliques. Quand je parle de pathologies métaboliques en termes littéraires, c'est surtout le diabète. Il y a ma collègue qui est là, qui va parler de ça tout à l'heure. Le diabète vient en première position des causes de dysfonction érectile. En dehors du diabète, il y a les pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies de cœur ou des vaisseaux qui entrent en jeu. Il y a d'autres facteurs qui peuvent accélérer la survenue de cette pathologie, tels que le mode alimentaire, le tabagisme, et sans oublier les pathologies urologiques chez les personnes âgées, que ce soit les maladies prostatiques, que ce soit certains cancers peuvent entraîner des dysfonctions érectiles. Donc les causes sont énormes, on ne peut pas citer toutes ces causes, mais on va essayer d'en parler avec mes collègues qui sont là. Merci beaucoup, docteur Sani. Comme vous venez de le dire, vous avez dit que la première cause de dysfonction érectile, c'est le diabète. Le diabète, ensuite les comportements alimentaires, l'hygiène de vie. Et ça tombe bien, nous avons avec nous docteur Loboué Daniel, qui est endocrinologue. Docteur Loboué, bonsoir. Bonsoir, docteur Akré. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos spectateurs et expliquer vos spécialités et le lien avec la question de la dysfonction érectile? Mais je suis endocrinologue, c'est-à-dire
C'est la spécialité qui est en rapport avec les hormones. Une hormone, c'est une substance qui agit dans le sang. Endocrinologue, néphrologue, donc c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement du rein. Le rein, c'est celui qui produit les urines et pas le mal de dos. Et nutritionniste. Voilà. Alors, vous m'avez demandé le lien avec entre l'endocrinologie, la nutrition, comme vous venez de dire, et la survenue et la dysfonction érectile. Alors, la dysfonction érectile, comme il l'a dit tout à l'heure, il a évoqué le problème du diabète. Donc, le diabète, bon, c'est un excès de sucre dans le sang. Et quand le sang est trop lourd, trop épais, puisque imaginez-vous que vous mettez du sirop dans de l'eau, donc le liquide devient trop lourd. Donc cette épaisseur du sang fait que le sang ne circule pas bien dans les vaisseaux et ça peut faire des bouchons. Vous avez bien, on constate que quand on a du sirop et quand il y en a trop, ça s'épaissit à l'intérieur de la paroi. Bon, dans les vaisseaux sanguins, c'est la même chose. Donc, ça fait des petits bouchons et ces petits bouchons font que le sang ne circule pas bien. Et quand ce sang arrive au niveau de gros vaisseaux au niveau de la verge, eh bien, quand le sang ne circule pas bien, bon, il n'y a pas d'érection parce qu'il faut que ces formations-là grossissent pour que la verge trouve sa rigidité. Mais quand le sang ne circule pas bien, bon, il n'arrive pas à remplir tous ces canaux-là et l'érection est molle. Alors, il y a aussi le facteur alimentaire. Le cholestérol. Donc le cholestérol abîme aussi les parois, c'est-à-dire les parois de ces vaisseaux-là. C'est une affaire de tuyauterie. Hein. Quand on met de l'huile dans un lavabo, on voit bien que ça bouche le lavabo. Bon, notre corps, il est alimenté de tous ces vaisseaux-là, des vaisseaux, et quand on mange trop de graisse, la graisse se dépose à l'intérieur des parois quand il y en a trop en excès. Et plus le corps vieillit et plus ces dépôts sont importants. Alors, si ces dépôts de graisse s'associent avec le sucre, donc ça fait comme si c'était un petit peu, ça devient un genre de caramel, hein, un genre de toffee à l'intérieur des vaisseaux. De ce fait, les vaisseaux deviennent vieillissants. Ils sont vieux. Alors, on a 20 ans, on est diabétique, on ne se surveille pas bien, on a des vaisseaux de 40 ans. On a 40 ans, on est diabétique, on ne se surveille pas bien, on a des vaisseaux de 60 ans. Alors, vous voyez que déjà, ça ne va plus. Hein. Déjà, 60 ans, les vaisseaux donc sont vieux. Si c'est 60 ans, là, 90 ans, les vaisseaux sont vieux. C'est-à-dire on est plus vieux que son âge. En raison de diabète, parce qu'on est mal équilibré et parce qu'on mange mal, on mange trop gras. Donc le diabète fait vieillir nos organes de l'intérieur. Oui. Et donc fait vieillir notre fonction érectile. On peut avoir 40 ans et avoir la fonction érectile de quelqu'un qui a 60 ans parce qu'on est diabétique et qu'on ne se fait pas suivre correctement. Tout à fait. Je vous entendais dire tout à l'heure que le diabète entraîne des bouchons, des petits bouchons de caramel dans la tuyauterie, en fait dans les vaisseaux sanguins. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons aussi notre cardiologue, Dr Teko Koudoyor. Bonsoir, Dr Teko. Bonsoir, Dr Akri. Comment allez-vous? Ça va, Dr Akri. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir à cette table ce soir pour parler de l'impact donc des vaisseaux du cœur sur la question, sur la fonction érectile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Merci. Je suis Dr Teko Koudoyor, médecin du cœur et des vaisseaux. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est vraiment important parce que c'est des motifs de consultation. Quel est le lien entre le cœur et des gens qui viennent nous voir, docteur? Est-ce que je peux faire 4 coups, 5 coups? Est-ce que je peux augmenter la dose? Docteur,
ma femme est fâchée. On peut dire que ça fait partie de plus de 30-40% des motifs de consultation. Et comme un doyen dit souvent que pour faire une ordonnance, l'ordonnance doit être étiologique et non pas forcément symptomatique, mais ça doit être étiologique. Et pour attaquer une maladie, il faut attaquer par les racines et non pas les feuilles. Le cœur, c'est le moteur. Et c'est le cœur qui envoie le sang un peu partout. C'est le cœur qui envoie le sang au cerveau, au rein, au foie. Et c'est le même sang là qui arrive au niveau du pénis. Allons comme ça, pour que la famille, les gens qui sont autour de nous puissent bien comprendre. Parce que quand je vais parler de corps caverneux, ça serait un peu trop difficile. Maintenant, je vais, comme la grande sœur vient de dire, il y a une maladie qu'on appelle athérosclérose. C'est une maladie des dépôts de façon terre à terre, des lipides, des corps gras, qui fait que quand le cœur envoie le sang, il y a ces dépôts de graisse là au niveau sur la route. Ça fait que le sang n'arrive pas au niveau du pénis. Ça fait que, parce que quand une personne a une érection, c'est le sang. Donc c'est quand le sang vient avec une bonne pression, c'est quand on verra que le pénis est vraiment dur. Maintenant, quand il y a des débris, tous ces dépôts-là, ça fait que le sang n'arrive pas. Ça fait que le pénis n'a pas toute sa force pour être bien dur. C'est par là qu'on parle de dysfonction érectile, tout. Parce que vous comprenez que si ce n'est pas dur là, on ne peut pas faire le travail. Tout à fait. C'est ça, c'est un peu ça. Tout à fait. C'est un peu ça. Maintenant, il y a toute une cause qui entraîne ces choses. Je pense qu'un peu, on va développer là-dessus. Oui, mais allez-y. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les causes, quelles sont les maladies cardiovasculaires qui sont à l'origine des troubles de l'érection? D'abord, quand on parle je parlerai d'abord de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle même peut entraîner une dysfonction érectile à la longue. Et les médicaments que nous prescrivons pour soigner l'hypertension aussi peut avoir un effet sur la dysfonction érectile. Mais on ne peut pas dire devant l'obstacle que nous avons, la dysfonction érectile, on est obligé de gérer ça avec les collègues, l'urologue, le diabétologue, parce qu'il y a toutes ces maladies-là qui peuvent agir sur toutes ces maladies-là qui peuvent entraîner la dysfonction érectile. Maintenant, en ce qui concerne nous au niveau du cœur, je me rappelle qu'en consultation, comme j'ai dit, il y a une personne qui m'a posé une question. Avec sa femme, ça n'allait pas, il n'arrivait pas à jouer son rôle. Il est parti. Il ne sait pas ce qu'il est parti voir son père. Il ne sait pas ce que le père a fait. Mais depuis qu'il est sorti de la maison de son père, il peut faire au moins 2 heures, 4 heures de temps sur sa femme. Wow. Je me rappelle, il est venu voir, est-ce que son cœur est normal? J'avoue que moi, même pendant toute ma formation de médecine, je n'ai jamais entendu ça. Je pense que j'ai déjà parlé de ça à Dr Sani. Il peut faire 4 ou 5 heures de temps. Jusqu'à sa femme, elle dit, pardon, il faut aller voir un cardiologue, parce que peut-être un jour, il ne faut pas que sur moi, tu vas faire un arrêt cardiaque. Wow. Je pense que la dysfonction érectile, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Il y a la psychologie qui rentre, le diabète. En ce qui concerne nous, les vaisseaux, c'est plus l'athérosclérose. C'est plus l'athérosclérose qui intervient dans ce sens. Mais justement, au sujet des consommations de substances pour prolonger l'érection, bien pour la rendre plus solide, nous allons regarder maintenant une vidéo au sujet de l'expérience de la population justement sur la consommation de ces substances. J'ai déjà entendu parler du poutoulou, mais sincèrement, je ne connais pas les vertus du poutoulou. Mais ce que j'entends les gens qui disent que le poutoulou, ça permet d'avoir une bonne érection. Ça permet d'être endurant aussi au lit. Le poutoulou aussi, bon, ça peut te permettre de faire même des heures au lit avant que le premier n'arrive, c'est-à-dire la première jouissance. Voilà, souvent on dit de mélanger tel fruit à tel fruit, ou bien telle substance à tel substance pour pouvoir avoir le bon résultat.
Souvent, c'est la mauvaise alimentation. Quand on est mal nourri, ça crée cela. Et puis, il y a aussi, si je peux aussi le dire, lorsque on a subi un choc, soit émotionnel ou bien un choc physique, ça crée aussi ça. Que les jeunes vont arrêter en fait, parce que c'est pas un truc qui est conseillé. Prendre des médicaments et aller faire des rapports, ça peut détruire la femme. Parce que le fait d'aller plus rapidement, ça crée d'autres choses dans la femme que l'homme ne sait pas. Normalement, un homme normal, selon ce que j'aurais appris, ne peut pas faire au-delà de 3 en un jour. Normalement, s'il a trop fait, s'il a dépassé 3. Bonjour, docteur Keita. Bonjour, docteur Akri. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin à cette table ronde Merci. pour nous parler de l'importance de la qualité du sang sur la fonction érectile. D'accord. Merci de m'avoir posé également cette question. Je remercie ici mes confrères ici présents qui m'ont déjà facilité la tâche par rapport à beaucoup de choses, notamment le docteur Teko qui vient de parler de maladies cardiovasculaires. Alors, qui parle de maladies cardiovasculaires, forcément tu vas parler du sang. Le cœur, c'est un organe qui pompe le sang. Donc, qu'est-ce que veut dire déjà un problème de sang? Moi, sans vous manquer de respect, je vais me permettre d'expliquer notre spécialité un peu, c'est-à-dire l'hématologie, qui est une discipline de la médecine qui soigne les maladies du sang. Et quand on parle de sang, il est divisé en plusieurs parties. Notamment, on a ce qu'on appelle les globules rouges, on a les plaquettes, on a les globules blancs et puis on a le plasma lui-même. Et chacun de ces éléments peut être à la base d'une dysfonction érectile. Prenons le cas des globules rouges. Et en ce qui concerne les globules rouges, il y a une maladie qui les touche qu'on appelle la drépanocytose. Aujourd'hui, la drépanocytose est considérée comme étant la première maladie génétique au monde. Wow. Et cette maladie, c'est une maladie qu'on peut dire une maladie africaine. Parce que le point de départ de la drépanocytose, c'est en Afrique. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes les plus ignorants par rapport à la maladie. Alors, cette maladie se transmet de façon héréditaire à travers les deux parents. C'est-à-dire, pour transmettre le gène, il faut avoir le gène dans son ADN d'abord. Et si deux personnes se croisent et qu'ils font des enfants ensemble, ils vont donner naissance à des enfants drépanocytaires. Et cette maladie, c'est une maladie qui touche les globules rouges, donc ça va créer des falciformations. Les falciformations, on va dire des globules rouges déformés. Donc avec la déformation, ceci va créer une atteinte vasculaire. Parce que les globules rouges, ils vont venir, ils vont se boucher au niveau de la paroi des vaisseaux. Et dès qu'ils vont se boucher, ça va créer un obstacle. Ça fait que le sang ne peut pas circuler comme il faut. Or, pour qu'il y ait érection, il faut qu'il y ait beaucoup de sang qui vienne au niveau du pénis. Or, la maladie même fait qu'il y a une complication de la maladie, malheureusement, qui est méconnue par la population et méconnue également par la population drépanocytaire. Toutefois, ce qui nous impose de temps en temps d'expliquer aux malades ou de les demander, est-ce que vous savez que la drépanocytose peut être source de complications érectiles? Il y a beaucoup de drépanocytaires qui vont te dire qu'ils n'ont jamais entendu ça. Or, de façon courante, dans la pratique courante, on voit beaucoup de cas de ce genre qu'on appelle le priapisme. Le priapisme, c'est une érection qui est douloureuse. Et cette érection, quand ça survient indépendamment de toute autre stimulation sexuelle. Ça veut dire qu'un homme qui est là, qui dort chez lui tranquillement, il peut se lever aux environs de 2 heures du matin avec un priapisme, même s'il n'y a pas de femme à côté de lui. Et là, la meilleure des choses est qu'il se rend rapidement à l'hôpital pour se faire traiter par rapport à ça. Alors, il faut noter également que le priapisme, quand ça survient, c'est une urgence. C'est une urgence. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que ce n'est pas seulement les maladies qui concernent les globules rouges, il y a également des maladies qui concernent les globules blancs, surtout les cas de leucémie. Il y a des leucémies qui peuvent entraîner une forte augmentation des globules blancs. Et dès qu'il y a une augmentation des globules blancs, ça fait que ces globules blancs, ils ont une forte adhésion à la paroi vasculaire. Donc, ce qui peut entraîner également un problème de retour veineux au niveau du corps caverneux et encore entraîner des priapismes.
Tu peux avoir des maladies qui touchent les plaquettes. Ça fait que les plaquettes peuvent être libérées de façon exagérée et jusqu'à dépasser la norme, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et ça fait également que ces maladies peuvent entraîner des problèmes de coagulation, on va dire des coagulopathies, qui vont obstruer la lumière vasculaire et empêcher le retour veineux au niveau du corps caverneux également. Des fois également, il y a d'autres maladies qui touchent le plasma lui-même. Le plasma, c'est le liquide du sang. Et ce liquide, dès qu'il est visqueux, nous on va parler d'hyperviscosité sanguine, dès qu'il est visqueux, ça fait que le retour veineux est difficile également. Et tant que le retour veineux est difficile, il va y avoir encore priapisme. Alors, Dr Toko a parlé de quelque chose également. Qui dit vasculaire, tu parles de maladie du sang, tu parles du cœur. La plupart des maladies du sang, ils peuvent se compliquer également des problèmes cardiaques. Donc, il faut les signaler également de passage ici. Alors, si on fait un retour par rapport à notre sujet, c'est qu'il y a les dysfonctionnements érectiles. Alors, chez un drépanocytaire, par exemple, qui fait un priapisme de façon répétée, on va dire priapisme chronique. Ça veut dire que la personne est là, le priapisme survient et une heure après ou il y a quelques minutes, le priapisme disparaît. Mais ce qui est important, si tu ne le traites pas et que la personne ne se déclare pas à temps par rapport à ça, ça va créer une situation qu'on appelle le priapisme aigu. C'est le priapisme aigu qui pose de véritables problèmes et qui va se compliquer de dysfonctionnement érectile. Et ça fait que la crise vient de façon brutale. Et la personne doit se rendre à l'hôpital d'ici les 3 heures pour se faire prendre en charge rapidement. Dès que la personne dépasse les 3 heures, ça fait que le risque de dysfonctionnement érectile est élevé. Ça veut dire quoi? Voire même impuissance sexuelle. Wow. Jusqu'à ce que des fois, on peut même proposer chez ces malades la réalisation d'une prothèse. Wow. Notre urologue est là, il peut nous en parler par rapport à ça également. Donc, je vais lui laisser la parole par rapport à ça. Docteur Sani? Oui, merci Dr Keita. Effectivement, il a dit beaucoup de choses qui sont très importantes concernant la dysfonction érectile. Alors je pense que Dr Acré, je vais revenir un peu sur l'érection en tant que telle, puisqu'il y a beaucoup de patients qui nous posent la question, docteur, c'est quoi une érection? Est-ce que c'est un nerf? Est-ce que c'est un os? Alors, l'érection, quand on parle de l'érection, il faut parler du pénis. Le pénis, c'est l'organe masculin qui, à la naissance, nous permet d'uriner. Nous, les garçons, si je peux parler ainsi. Ça nous permet d'uriner à la naissance. Plus on prend de l'âge, ça prend une deuxième fonction qui est la fonction érectile. Et quand on parle de l'érection, ce n'est pas seulement pour les plaisirs, c'est pour la reproduction. Alors, le pénis a 3 rôles. Le premier rôle, c'est permettre la miction, nous permettre d'uriner. Le deuxième rôle, c'est la copulation, c'est la reproduction. Et le troisième rôle, c'est le plaisir. Alors, ce pénis, il est constitué anatomiquement de 3 éléments essentiels. Il y a ce qu'on appelle le corps caverneux. C'est des organes qui sont doubles, un à gauche et un à droite, qui sont, je dirais quoi, à la partie supérieure du pénis. Et ils sont constitués d'une substance sous forme d'éponge, qui est constituée de petits trous pour permettre le passage du sang. Et en bas, il y a le tuyau par lequel les urines passent pour sortir, qu'on appelle urètre, qui est entouré par un muscle. Donc voilà les 3 éléments qui constituent un pénis. Donc c'est-à-dire les 2 corps caverneux qui sont en haut et l'urètre qui est au milieu en bas. Alors pour parler de l'érection, naturellement il faut une stimulation sexuelle. Que ce soit une stimulation réflexe physique ou une stimulation psychologique psychogène. Quand je parle de stimulation psychogène, c'est tout ce qui est psychologique, je suis là, je peux penser à la sexualité, je peux avoir une érection, je peux regarder un film à la télévision, ça me stimule, je peux avoir une érection, ou bien carrément une stimulation réflexe qui est due à un contact physique pour stimuler cette érection. Alors, pour faire simple, l'érection fait intervenir beaucoup d'organes et tout un mécanisme. Quand on parle de stimulation, il faut d'abord parler du nerf. Le nerf est stimulé, que ce soit une stimulation physique, qui envoie un message directement au cerveau, qui a une stimulation qui est là, on a besoin d'une érection.
Et comme le cardiologue l'a dit, on ne peut pas parler d'érection sans le cœur. Et on ne peut pas parler d'érection sans le sang. Alors, une fois que le cerveau est stimulé, il donne l'ordre au cœur pour pomper du sang, suffisamment du sang pour qu'il ait une érection. Et là, le cœur reçoit l'ordre, il commence à envoyer suffisamment du sang. Et ce sang-là, quand ça arrive au niveau du pénis, on parle toujours du pénis à ce stade, ça commence à remplir ce qu'on appelle le corps caverneux. Et une fois que ce corps caverneux sont gonflés du sang, le pénis devient dur, tendu, et en ce temps, on parle de l'érection ou bien on parle de la verge. Là, le pénis est carrément en érection, que ce soit pour une activité sexuelle ou bien suite à un stimulus psychologique. Donc voilà un peu le mécanisme de l'érection. Donc, tout ce que je peux dire à la population, c'est de retenir que c'est un organe, c'est une chair qui est là, qui est constituée de plusieurs éléments à l'intérieur. Mais l'érection en tant que telle, c'est le sang qui vient pour gonfler ces substances-là, ces éléments anatomiques, pour donner une érection. Et à la fin de l'activité sexuelle, il y aura ce qu'on appelle un rétrocontrôle, un message retour pour dire au cerveau, bon voilà, le rapport sexuel est fini. On peut laisser le sang repartir dans la circulation sanguine. Et le pénis va tomber, revenir à sa position normale jusqu'au prochain rapport sexuel. Donc voilà un peu le mécanisme de l'érection. Alors, pour revenir aussi un peu sur certaines causes, telles que le priapisme, que mon collègue vient de citer, effectivement, ça fait partie des complications de la drépanocytose. Une des complications d'ailleurs la plus fréquente de la drépanocytose. Et c'est tellement fréquent chez les drépanocytaires que parfois ça passe de façon inaperçue, surtout chez les enfants. Les enfants font un priapisme, ça peut durer 1 heure de temps. C'est vrai que c'est une érection qui n'est pas normale, c'est douloureux, mais au bout d'1 heure de temps, ça peut passer. Alors quand ça devient répétitif, ça peut aboutir à ce qu'on appelle une fibrose des corps caverneux, c'est-à-dire les corps caverneux qui sont constitués de petits trous qui laissent passer le sang. Ces trous-là peuvent se boucher par manque d'oxygène ou bien par une mauvaise cicatrisation à l'intérieur. Ça se bouche et à la fin, avec l'évolution, avec le temps, l'enfant ou bien la personne peut perdre ses capacités à avoir une érection normale. Donc, une des complications de la drépanocytose, c'est le priapisme. Et ce priapisme-là, s'il n'est pas pris en charge à temps, ça peut aboutir à ce qu'on appelle une dysfonction érectile et ça peut être une dysfonction érectile définitive. Je parle de ça, j'insiste là-dessus, puisque présentement, j'ai beaucoup de patients sur lesquels je suis en train de faire une étude et de les collecter carrément pour ce qu'ils viennent de dire pour une prothèse pénienne. Je pense que je dois avoir au moins 7 à 8 patients qui sont déjà sur la liste, chez qui on a tout testé, ça n'a pas marché et qu'on a conclu que c'est une dysfonction érectile définitive. Suite à un priapisme. Oui, suite à un priapisme des drépanocytaires. Wow. Je dois avoir quelques exemples de 2 personnes qui sont là, ils sont fonctionnels, ils sont prêts à se marier pour faire des enfants, mais malheureusement ça ne vient pas. Ils nous attendent pour trouver une autre solution pour les aider. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Mais est-ce que la prothèse pénienne, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que la prothèse pénienne elle est réellement efficace? Oui, c'est efficace. Je pense qu'on va revenir sur, quand on va parler du volet thérapeutique des solutions des dysfonctions érectiles, on va revenir un peu plus sur les détails sur la prothèse pénienne, mais sachez que c'est un traitement, et c'est un traitement qui marche très bien, même si ça ne sera pas comme une érection naturelle, mais ça donne quand même une érection, que ce soit pour le plaisir et pour la reproduction. Alors, docteur Sani, en dehors de toutes les causes que nous avons précédemment citées, à savoir les maladies cardiovasculaires, le diabète, la drépanocytose, est-ce qu'il existe encore d'autres causes de dysfonction érectile? Bien évidemment, docteur Acré, les causes sont multiples. On ne peut pas finir de citer toutes les causes de dysfonction érectile. Si je dois ajouter, je dirais qu'il y a toujours le diabète, comme on l'avait dit en premier, les maladies cardiovasculaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a les maladies neurologiques qu'il faut préciser, c'est très important. Il y a beaucoup de patients qui viennent en consultation pour un problème une dysfonction érectile, alors qu'ils ont un problème de nerfs qui se cache derrière. Et en dehors de ça, il y a certaines pathologies urologiques qui sont causes de dysfonction érectile. Ça, je les vois plus fréquemment puisque ça me concerne. C'est de ma spécialité. Je dirais pratiquement plus de 80% des patients qui consultent pour des troubles urinaires
je parle des hommes, des personnes âgées de plus de 50 ans qui souffrent de pathologies prostatiques. Ces pathologies-là s'accompagnent toujours des pathologies, des dysfonctions érectiles. Donc c'est les patients qui consultent, c'est vrai, pour des problèmes urinaires, mais quand on rentre dans le fond des consultations, on finit toujours par retrouver une note de dysfonction érectile. Entre autres, il y a les médicaments qu'on utilise en cardiologie dans la prise en charge de certaines pathologies cardiaques, hypertension artérielle, coronaropathie. Je pense que les cardiologues vont nous détailler ça un peu plus. Ces patients qui sont sous traitement, sans le savoir, ils développent une dysfonction érectile qui n'est pas une maladie en tant que telle dans ce cas de situation, mais une complication ou bien un des effets secondaires de leur traitement. Je pense que les cardiologues, quand ils les revoient en constatation, ils peuvent ajuster le traitement. Il y a les causes psychologiques, on va en parler tout à l'heure. Les causes sont multiples. Même suite à un traumatisme, un accident de la voie publique qui finit avec un traumatisme du bassin, ça peut entraîner une lésion ou bien une blessure du nerf qui peut entraîner une dysfonction érectile. Donc c'est pour dire que les causes sont vraiment multiples. Ça fait intervenir beaucoup d'organes, beaucoup de volets. Donc c'est en consultation et suite à l'interrogatoire ou bien à l'examen clinique des patients qu'on peut déterminer la cause exacte et proposer une solution. On ne peut pas finir de citer toutes ces causes. Docteur Akré, je veux revenir sur quelque chose de très important. Il a signalé que l'interrogatoire est vraiment important. Genre, quand on est en face d'un patient, je pense que c'est le moment où il faut donner plus. Par exemple, moi, j'aime causer avec mes patients. Il y a des patients qui viennent pas peut-être pour un problème. Et puis même le problème dysfonction érectile, c'est souvent difficile pour certains patients d'en parler. C'est quand le patient se met en confiance, dit, hey, parce que le patient ne va pas venir te voir. Le médecin serre son visage. Je ne vais pas venir me dire que j'ai un problème avec ma femme. C'est difficile. Moi, j'ai eu, pas pour un homme, j'ai eu un exemple. Et à la clinique, la dame dit, docteur, je ne sais pas pourquoi tu es gentil comme ça. Il y a quelque chose, je vais te dire, parce que je suis passé devant beaucoup de cardiologues. Il y a des gens qui sont le visage serré. Avec mon mari, là, c'est pas ça. Mon mari n'arrive pas. Ça fait que des fois, je suis obligé de voir un autre homme. Hé, maman. Mais, j'ai dit, maman, est-ce que tu as fait asseoir ton mari? Est-ce que vous avez échangé? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas dans la tête? Est-ce que c'est pas une infection? Ton mari, est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il prend des médicaments? S'il prend des médicaments, nous, les cardiologues, ce qui nous concerne, on peut faire des ajustements thérapeutiques. Peut-être c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à assurer. Il y a des gens avec le simple, tu donnes les conseils. Même quand moi je consulte à Dabou, les vieux là viennent dire, hey, mon enfant, tu es bien. À cause de toi, maman a fait deux bouts de foutou, j'ai bien mangé. Et papa, non, c'est bon. Moi, mais quand tu as des retours comme ça, tu es content. Je pense que l'interrogatoire, c'est le temps qu'il faut accorder dans nos consultations. Il faut échanger. C'est ce qui nous manque, moi, je pense. Des fois, mais quand tu échanges avec le patient, sans toutefois prescrire un médicament, tu vois que c'est dans la tête. Après, le problème est passé. Il y a des gens avec qui moi j'échange. Je dis, maman, pardon, c'est vrai, ta tension est élevée. Il faut aller te promener un peu à la plage, il faut aller au cinéma. La tension est normale. Je donne un exemple. Il y a une dame que je suivais qui avait un problème. C'est vrai que ça a un peu de dysfonctionnement érectile, qui avait toujours les palpitations, problème de palpitations, sa tension est toujours élevée. Un jour, elle est venue, j'ai dit, il faut t'asseoir. C'est quoi le problème? Tu as quel problème? C'est là où maintenant elle me dit, docteur, ok, mon mari n'est pas là, mon mari est à l'intérieur. J'ai dit, je peux te poser les questions. Ça fait combien de temps tu n'as pas fait de rapport sexuel? Ça fait 5 mois. Wow. J'ai dit, il faut appeler ton mari. Sur le champ, il faut appeler ton mari. Elle a appelé son mari, elle a dit, hé, grand frère, c'est quoi le problème? On a besoin de toi, je passe mon temps à donner des médicaments de cœur ici, ça ne donne pas. Il dit, effectivement, je prends même mes congés 2 jours. Je te dis, la semaine qui suivait, il est revenu. Je le vois à la clinique, hein. La dame n'a plus de palpitations. Sa tension est normale. Tout est normal. Elle est guérie.
J'ai passé mon... En tout cas, j'ai pris son argent de consultation quand même. Hein. Mais le fait d'échanger un peu avec elle, le problème est résolu. Le problème est résolu. Je pense qu'il faut souvent échanger avec nos patients. Oui. Et c'est ce qui nous manque. Oui. C'est ce qui nous manque. Parce que la dysfonction érectile, les causes sont multiples. Comme il a dit, si tu échanges avec le patient, tu vas voir que tu vas cibler le problème et puis tu peux trouver la solution. Alors effectivement, comme il est dit, je dirais que la dysfonction érectile n'est pas seulement un problème masculin, hein, c'est un problème du couple. Ah oui, tout à Comme fait. il est dit, on a l'habitude de recevoir des patients qui sont accompagnés par leur épouse. Et c'est elle-même qui a motivé la consultation. Le plus souvent, il le dit clairement, docteur, lui, il faut le laisser, ça fait des mois, on est là, on lutte à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'amener en consultation pour qu'on règle ce problème, puisque si je le laisse, il ne va pas venir. Mais ça montre en fait le tabou de la question. Effectivement, effectivement. C'est tabou, c'est intime. Et je dirais il faut vraiment un cadre de confiance pour que le patient s'exprime. Oui. Effectivement. Je dirais même que les femmes ont plus de courage que les hommes dans ce genre de situation. Comme toujours. Hein. Effectivement. Et pour donner un autre exemple, j'ai reçu un patient qui est venu en consultation. Il est venu en consultation d'urologie, mais il me parle de palu, de mal à la tête, je ne dors pas bien, je suis la fièvre. Il tourne autour du pot. Au final, je lui ai dit, ben, écoutez, et avec madame, ça va? Il dit, ben, voilà, docteur, c'est là-bas le grand problème. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile pour les hommes de consulter pour la dysfonction érectile. Je pense qu'on doit attirer l'attention de la population, que c'est une pathologie, c'est une maladie comme toutes les autres maladies, et que ça se prend en charge à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Donc, dès que le problème se pose, il ne faut pas hésiter à aller à l'hôpital pour faire une consultation, pour voir un médecin pour la prise en charge de la dysfonction érectile. Merci, docteur Sani. Oui, Alors, docteur Keïta. ce que j'aimerais ajouter à ce que mes confrères viennent de dire, le côté interrogatoire est très important, surtout en milieu hématologique. Alors, la plupart des personnes que nous suivons pour des drépanocytoses majeures, la plupart, on va constater que c'est une population jeune. Et sur le centre drépanocytaire de sexe masculin, si tu ne leur poses pas la question, est-ce que tu as déjà fait un priapisme, ils ne vont jamais te le dire. Jamais. Mais tu vas te rendre compte, quand tu vas poser la question à ces 100 drépanocytaires, il y a plus de 90% qui vont te dire qu'ils ont eu au moins un événement de priapisme, même si ça n'a pas duré. Donc, ce qui nous alerte à insister par rapport à ça. Et je me rappelle très bien que j'avais reçu un enfant de 3 ans qui venait à peine de faire un priapisme aigu. Et la distance à laquelle sa maman a parcouru pour venir à l'hôpital, c'était plus de 400 et quelques kilomètres. Wow. Et là, ils avaient dépassé un délai de plus de 6 heures de temps sur la route. Ça fait que dès qu'on a reçu l'enfant, on a essayé d'aider l'enfant. Mais malheureusement, on a tenté avec plusieurs ponctions de drainage et ça n'a pas abouti. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui est vraiment important. Donc l'enfant s'est retrouvé impuissant. Oui. À l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Oh là là. À l'âge de 3 ans. Et l'événement, ça m'a beaucoup marqué. Et ça a été fait, je vais dire, en 2020 même. En 2020. Donc c'est quelque chose qui est un peu récent. Alors, ce problème, nous, ça nous fatigue psychologiquement. Nous, en tant que médecins également. Et là, un malade qui fait un priapisme, il va se dire que si ce n'est pas le médecin, qui peut le soigner? Et malheureusement, le malade vient dans un tableau où on va dire le priapisme a déjà pris le devant. Donc, ce qui fait que malgré plusieurs tentatives de drainage, tu ne pourras pas être efficace à 100%. Et tu vas regarder ton malade en face, tu lui dis que c'est fini. Et toi-même, en lui disant ça, ça te fait mal au cœur. Et tu vas proposer encore d'autres alternatives qui peuvent être très coûteuses pour le malade. Alors, je voulais revenir sur le priapisme, comme on en parle. Tout à l'heure, on a regardé une petite vidéo qui parle de substances qui stimulent l'érection. Alors, il faut qu'on informe la population que ces substances-là peuvent avoir des conséquences sur la sexualité. Ce n'est pas seulement prendre une substance, stimuler une érection prolongée, durée, comme on l'a dit. Ça peut finir par des conséquences très graves, dont le priapisme. Alors, une des causes du priapisme, ça peut être l'utilisation de substances qui induit une érection. Je me rappelle, on a fait une petite étude durant ma formation d'urologie.
plus d'un tiers des patients qu'on reçoit pour priapisme, la cause n'est pas une cause hématologique. C'est les substances que ces personnes utilisent pour stimuler une érection. Wow. Je ne vais pas citer des noms, mais les stimulants... Docteur, excusez-moi, vous devez bien revenir sur cette partie. Les substances utilisées pour stimuler l'érection peuvent entraîner des priapismes. Effectivement, ça peut entraîner le priapisme. Et peuvent rendre impuissants. Effectivement, puisque l'impuissance est la conséquence du priapisme. Un priapisme qui n'a pas été pris en charge à temps, ça finit par une impuissance. Donc, en résumé, il faut attirer l'attention de la population sur l'utilisation de ces substances. S'il n'y a pas d'indication, même les médicaments pharmaceutiques, s'il n'y a pas d'indication de prendre ces médicaments, il ne faut pas le prendre, puisqu'ils peuvent avoir des conséquences. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur Sani. Docteur Loboué, vous souhaitez intervenir. Là, on arrive pratiquement à la fin de cette première partie. Oui. Donc, est-ce qu'il existe des solutions concernant le diabète? Est-ce qu'il existe des solutions pour empêcher les patients diabétiques de développer des dysfonctions érectiles? Mais il faut qu'ils aient un bon équilibre glycémique. Quand ils ont un bon équilibre glycémique, ils ne subissent pas tous ces désagréments. Voilà, c'est la condition essentielle. On peut donner des médicaments, oui, pour donner un petit coup de pouce, mais ce n'est pas la solution. La seule solution qui vaille, c'est l'équilibre glycémique. Donc, ils ont des efforts à faire. Donc, ça, c'est l'objectif. Quels en sont les moyens? Les moyens, c'est la bonne hygiène de vie, manger équilibré, ne pas exagérer dans la nourriture, manger beaucoup de légumes, parce que si on est habitué à manger ça, tout ne va pas être ça en riz ou en foutou ou en igname. Donc, il faut une grande partie en légumes et puis le reste en aliments qui rassasient, qui tiennent plus longtemps au ventre. Donc, il faut en manger, mais il faut être raisonnable. Et puis, il faut réduire l'apport de graisse, puisqu'on a parlé de problèmes de cholestérol. Donc, l'excès de graisse qui se dépose à l'intérieur des artères. Donc, il faut savoir que ce qui apporte l'excès de graisse, c'est de manger les aliments qui sont cuits dans l'huile. Parce que quand on mange des aliments qui sont cuits dans l'huile, l'aliment absorbe l'huile. Quand il est cuit, l'huile, elle est rentrée. On ne peut pas faire frire du poisson avec 2 cuillères à soupe d'huile. Ce n'est pas possible. Donc, minimum, il y en a au moins 5 dans un poisson. Donc, quand on en mange beaucoup, on absorbe beaucoup de graisse. Le tchèp, poisson frit, on diminue les gnomis, les haloco. Donc, tout ce qui est cuit dans l'huile, il faut réduire l'apport de graisse. D'accord, docteur. Voilà, et puis faire beaucoup d'exercices physiques. Tous les jours, à la mesure de ses aptitudes physiques, de ses goûts, de ses compétences, donc des aptitudes physiques. Et ça doit être régulier. Ça, c'est un médicament qu'on ne peut faire que seul. Personne ne peut faire l'exercice physique à notre place. Bien sûr. Donc, nous avons le patient diabétique, il a des efforts à faire, mais les efforts doivent venir de lui, d'abord. Donc, il doit faire des efforts. Et puis, les médicaments viennent après. Donc, chers spectateurs, vous qui êtes diabétique, il est possible d'être diabétique et de ne pas faire de dysfonction érectile si on prend bien ses traitements, si on se fait suivre par son diabétologue, si on respecte les consignes alimentaires, si on fait de l'activité physique. Oui, il est possible d'être diabétique et de vivre sa sexualité normalement. Sur ce, vraiment, je vous remercie. Merci. Docteur Teko et docteur Keita, pour cette première partie. Merci de nous avoir éclairé sur la question de la qualité du sang et son importance dans la survenue des dysfonctions érectiles. Merci, docteur Teko, de nous avoir également informé sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires, donc dans la question de la santé érectile.
Au cœur de cette question sur la santé sexuelle, nous sommes emmenés à évoquer les infections sexuellement transmissibles. Et pour cela, nous recevons à cette table le docteur Abo Franklin. Bonjour, docteur Abo. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Ah bah oui, ça va. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin à cette table. Alors, en tant qu'infectiologue, est-ce que vous pouvez nous dire si les IST ont un rapport avec les troubles de l'érection? Merci pour la question. Je vous en prie. Je commencerai par introduire mes mots en disant que avant qu'il y ait souvent la pluie, il y a d'abord le vent en fait. Vous comprenez? L'implication des infections sexuellement transmissibles est lisible dans les situations au long terme. Une infection mal traitée peut déboucher 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, et maintenant on va aller voir l'urologue en fait. Donc, eux, ils sont en train de gérer les conséquences de notre ignorance et puis de notre imprudence. Donc oui, je dis bien que les infections sexuellement transmissibles sont bel et bien impliquées dans cette pathologie en fait qui est beaucoup plus masculine quand on parle de dysfonction érectile. Le plus souvent, on se retrouve dans nos salles de consultation où ces questions ne sont pas abordées directement. Ils viennent pour d'autres motifs et c'est après interrogatoire qu'on se rend compte que, comme l'a dit déjà mon prédécesseur, à savoir l'urologue de Samy, il a même précisé cela dans ses propos. Souvent, c'est l'épouse, mais c'est l'accompagnante qui interpelle, qui accompagne l'époux en disant « Mon mari a tel souci ». Je suis à l'aise sur cette question parce qu'elle est peu abordée. Et qui dit infection sexuellement transmissible, dans sa définition, il faut que les gens comprennent que les microbes qu'on a, que ce soit des bactéries, des champignons, des virus, ces éléments-là sont capables de nous infecter. Et le fait de pouvoir transmettre ça au partenaire, donc au cours des rapports sexuels, c'est pour cela que vient ce thème-là, infection sexuellement transmissible. J'ai cette maladie, je transmets à l'autre par rapport sexuel. Et les rapports sexuels, on va en différencier 3 types en fait, normalement. En fait, 3 types qu'on a. Aujourd'hui, on a des moyens de prévention, mais ces infections sexuellement transmissibles touchent en général une tranche d'âge de 15 ans à 49 ans. Ça fait partie de la population active sexuellement en fait. Vous comprenez? N'oublions pas aussi que au nombre de ces infections-là, il se trouve qu'il y a des pathologies parmi elles qu'on peut prévenir. À savoir le papillomavirus, ça donne des condylomes et autres. Mais il y a aussi l'infection à VIH, dont on continue d'en parler. Ça fait déjà beaucoup d'années on lutte contre cette pandémie, mais elle reste toujours d'actualité. Et vous savez, prendre en charge une infection, poser le diagnostic, traiter cette infection-là, dans les traitements, on peut aussi avoir dans la surveillance la survenue de complications. Et je pense que le cardiologue l'a si bien expliqué. Il y a des traitements qu'on donne pour traiter une infection, mais derrière, il peut y avoir des effets secondaires. Et ces effets secondaires-là également sont impliqués dans cette dysfonction érectile. Voilà un peu de façon ramassée ce que je pourrais dire à l'introduction. Mais retenons une chose, on ne peut poser l'acte sexuel si on n'est pas prêt physiquement, si on n'est pas prêt mentalement en fait. Présenter ou avoir une infection sexuellement transmissible, vous voyez déjà ce qui se dégage, il y a la honte. Vous savez, ces infections sexuellement transmissibles là, peuvent parfois entraîner des dommages vraiment assez disgracieux
auprès du partenaire en fait. Si j'ai une grosse ulcération au niveau de mon pénis, même du niveau de mon méa, si j'ai une chaude piste qui couvre tout ce genre au moment de l'acte sexuel, que le partenaire se rende compte, mais excusez-moi, quelle que soit votre virulence, quelle que soit votre puissance, séance tenante là, vous allez dormir. C'est voici comment je pourrais le dire dans le jargon communément ivoirien, quoi, en fait. Vous ne pourrez pas poursuivre l'acte. Et cette situation-là, voilà pourquoi ça va impliquer le caractère psychologique dans la mauvaise prise en charge ou dans le fait de laisser installer les complications liées aux infections sexuellement transmissibles. Voici ce que je pourrais dire dans un premier moment. En effet, merci Dr Abo. Mais c'est sûr que si on a des lésions, si on a des boutons ou des petites plaies sur les parties génitales, il y a tout de suite la honte qui s'installe. Et quand on a honte, c'est la sphère psychologique qui est tout de suite impliquée. Et cela nous emmène donc à mesurer l'importance du psychologique sur les troubles de l'érection. Sans plus tarder, nous allons lire un petit cas que nous avons reçu au cours de nos complications. C'est le cas de M. Dorian, qui est âgé de 34 ans. Il travaille dans une grande entreprise et il subit une pression intense au quotidien. Depuis quelques mois, il constate des difficultés érectiles qui l'inquiètent. Au début, il mettait cela sur le compte de la fatigue, mais même en période de repos, rien ne change. Alors, tout honteux, il évite d'en parler à sa compagne et ceci crée des tensions dans son couple. Monsieur Kokwe Aswan, bonjour. Oui. Vous êtes notre psychologue de ce jour et vous allez nous traiter la question de l'impact psychologique sur les troubles de l'érection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que le stress et l'anxiété peuvent affecter la fonction érectile? D'accord, merci docteur Acré. Je suis très heureux d'être là. Je suis psychologue clinicien et je fais de la psychopathologie aussi. La psychologie clinique, c'est cette branche de la psychologie-là qui va considérer l'individu singulier face à une situation donnée à un moment donné. Mais la psychologie clinique va prendre l'individu de façon globale, depuis son enfance jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation qui le perturbe. Et donc la psychopathologie aussi, c'est cette branche de la psychiatrie et de la psychologie clinique qui vient permettre la description des troubles mentaux, la classification et puis aussi propose des traitements. Eh bien, ici, par rapport à la question de la dysfonction érectile vis-à-vis du stress et de l'angoisse, effectivement, la spécialiste est là, elle pourra décrire aussi la sécrétion d'hormones qui va favoriser le stress. Et donc, qui parle de stress va parler de l'activation du système nerveux sympathique. Alors, lorsque ce système-là est mis en jeu, c'est le stress qui va se développer, qui va venir inhiber ou bien entraver la fonction érectile. Okay. Donc, pour quelqu'un, pour parler terre à terre, on est à Abidjan, pour quelqu'un qui est tout le temps en train de penser à comment il va manger, il ne peut pas avoir en image dans son mental cette nécessité-là d'avoir des rapports sexuels. Il va plutôt penser à comment satisfaire ses besoins primaires. Donc, cette façon de penser-là, ce stress de pouvoir régulariser sa situation quotidienne, va faire qu'il ne pourra même pas orienter son désir sur l'activité sexuelle. Du coup, bon, il ne pense pas à ça. Il est plutôt porté sur autre chose qui le préoccupe. Donc, c'est normal que sa fonction érectile soit inhibée ou bien même mise hors jeu. Voilà, voici comment l'angoisse et même la dépression qui va venir aussi, je vais dire, supprimer ou bien mettre hors jeu la libido. Donc, avec la dépression, on voit dans les symptômes que même l'individu, pour des activités qui lui donnaient du plaisir, comme par exemple regarder la télé, il n'a même plus cette envie-là, ce plaisir-là qu'il prend à regarder la télé. À plus forte raison, avoir ce plaisir-là à aller vis-à-vis d'un partenaire. Donc, pour faire un petit exemple, même dans la masturbation, on n'est pas seul. Dans la masturbation, il y a toujours la projection d'une image qui va nous exciter. Vous comprenez? Et donc, l'individu, pour pouvoir avoir, je vais dire, une activité sexuelle suffisamment adéquate, il faut pouvoir se projeter vis-à-vis d'un objet qui va
susciter cette stimulation-là. Et donc, s'il est porté à autre chose, c'est clair que sa fonction érectile sera dysfonctionnelle. Voilà. Pour un premier moment, voici comment le stress et l'angoisse, la dépression, tout ce qui est des souffrances psychiques viennent entraver la fonction érectile. Wow, merci beaucoup, Monsieur Kokwe. Là, vous avez parlé de la question des troubles érectiles vécus par l'individu. Alors, est-ce que vous recevez souvent des couples? Comment ces individus-là, lorsqu'ils sont en couple, vivent cette situation au quotidien? Quel est leur ressenti? Bien, ici, le ressenti, il est amer. Il est amer parce que dans la représentation sociale, la dysfonction érectile n'est même pas vue pour la plupart des individus comme une pathologie, comme une maladie. Quel est le thème qu'on utilise pour parler de dysfonction érectile? Ce thème-là, c'est l'impuissance. Donc, vous voyez, ce thème-là, déjà, il est péjoratif. Oui. Il va créer la discrimination, la stigmatisation. Donc, un homme, on va dire qu'il a 5 jets privés, à qui on dit qu'il est impuissant. Donc, vous pouvez comprendre comment ça va affecter son narcissisme, comment ça va affecter son estime de soi. Donc, vous comprenez, plus pour une femme, en général, dans la représentation sociale africaine, on dit que c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui est au-dessus. Mais lorsque on vient à mettre ce cachet-là, ce timbre-là sur cet homme-là en disant qu'il est impuissant, vous comprenez comment ça peut l'affecter du point de vue estime de soi et puis de ses projections, de ses capacités même à gérer son environnement immédiat, c'est-à-dire femme, enfant et tout ça. Voilà, en gros, c'est comment... Je préfère avoir l'érection parce que c'est la vie, hein, parce que avoir l'érection, ça permet de procréer, avoir des enfants. Je veux dire que je peux avoir de l'argent et avec cet argent, je peux faire mon traitement. Voilà. Au cas où j'ai un problème. Ah là, mais mon côté garçon a fait ça. Ah, non, je préfère que ça fonctionne. Voilà, je préfère que ça fonctionne que l'argent. C'est pas la peine, je ne veux pas payer les millions. Là. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine. Si ça fonctionne, voilà, mais les millions là, tu as pris ça, c'est zéro. Je préfère que ça fonctionne que l'argent. Monsieur Kokwe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fort, hein? C'est fort, effectivement. Ah, à ce point-là? Oui. Okay. Oui. Et là, vous vous rendez compte qu'ici, ça renvoie au narcissisme, ça renvoie à l'estime de soi. Et donc, on préfère ne pas avoir de l'argent que ne pas être impuissant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que ne pas fonctionner, c'est pire que ne pas avoir de l'argent, en fait. Voilà. Ici, lorsqu'on va recevoir un patient, en général, lorsqu'ils viennent consulter, en tout cas en psychologie, quand ils arrivent, le premier motif, ce n'est pas la faiblesse sexuelle. Ce n'est pas ça. Le premier motif, c'est je ne me sens pas bien, je n'ai plus envie de telle chose, ou bien dans mon couple, ça ne va pas bien, ma femme. Et lorsqu'on va regarder dans les dimensions de la relation de couple, c'est au niveau de l'intimité qu'on va se rendre compte qu'il y a une telle problématique. Et cette problématique-là va venir mettre, je vais dire, en faillite, va faire tomber l'estime de soi, où la personne, on va dire en gros, ne se sent plus aimée, ne se sent plus respectée, ne se sent plus utile, malgré les millions qu'il peut avoir. C'est pour ça que vous avez vu dans la vidéo, le jeune apprenti Baka qui a dit « Ah, vieux père, mon côté garçon là c'est mieux. » C'est mieux, hein? Parce que le côté garçon, en fait, c'est la virilité. C'est montrer qu'il est puissant. Or, dans la relation de couple, l'homme, il est le protecteur. Si à un moment donné, il n'est plus capable de pouvoir pérenniser l'espèce, il ne sait plus à rien. Voilà. Et donc, lorsqu'on arrive, on va travailler sur la dépression avec une thérapie cognitivo-comportementale. Et puis, on va faire ressortir, comment on appelle ça, les pensées magiques qui sont liées au fait que être malade du point de vue de l'érection, je vais dire ça comme ça, du point de vue de la faiblesse sexuelle, est-ce que à un niveau de sa vie,
est-ce qu'il est capable de pouvoir faire un déplacement? C'est vrai qu'ici, il n'est pas encore capable de faire quelque chose. Au niveau médical, il suit un traitement, mais on va déplacer ses pensées de, je vais dire, de vigueur, de virulence sur un autre motif. Par exemple, il arrive à prendre soin de sa famille, il arrive à aider sa femme dans telle situation de la vie, il arrive à prendre soin de... Et donc, tous ces éléments-là viennent montrer qu'il a toujours de la force et que la force ne se résume pas qu'à l'acte sexuel. Donc, voici en gros le traitement qu'on va apporter dans la psychothérapie cognitivo-comportementale. Et ça lui donne aussi de comprendre qu'il a toujours de la valeur. C'est sa ça. valeur n'est pas forcément rattachée à ses performances sexuelles. C'est effectivement. très important. D'accord. Alors là, nous allons regarder encore une deuxième vidéo. Que faire lorsqu'on a une faiblesse sexuelle? Bon, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, et d'abord, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller voir ma grand-mère qui est musulmane et lui dire ce qui s'est passé en fait. Et elle, la connaissant, nous allons rentrer dans les traditions, aller voir, prendre les médicaments de l'aide indigène pour pouvoir voir comment ça va se passer par la suite. On va chercher à soigner. On va se rendre dans une clinique, mais dans un hôpital pour essayer de trouver une solution. Moi, il y avait un petit souci par rapport à ça. Ce que ma copine m'a montré, c'était l'indigénat. Et c'est après ça, ici à l'hôpital maintenant. L'indigénat, ça a passé, c'était bon. Mais après, comme déjà les alimentations, au fur et à mesure aussi, ça a repris encore. Donc, il s'allait à l'hôpital maintenant pour régler ce problème. Maintenant, je me traite chez un praticien ou bien à l'hôpital. Premier point, je vois un médecin d'abord. Bon, même si au contraire, je me renseigne. Si je me renseigne pour ça, je vois une solution. Je l'envoie chez un guérisseur pour voir si ça va s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas aussi, on va chercher d'autres solutions. Bah, pour moi, je peux aller voir le guérisseur. Ouais. C'est là-bas, on va d'abord. Essayez de voir un médecin pour une explication. Je vais essayer de voir un médecin. Il a expliqué la situation. Alors, cela nous permet d'aborder une question très importante. Docteur Sani, que faire lorsqu'on présente une dysfonction érectile, une panne sexuelle? Alors, merci docteur Acré. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette pathologie qui est la faiblesse sexuelle. On va parler un peu des solutions qui s'offrent à nous dans la prise en charge de cette maladie. Alors, la première des choses que je vais dire à la population devant une dysfonction érectile ou bien une faiblesse sexuelle, c'est de consulter. Pourquoi je dis consulter? Je n'ai rien contre le traitement chez le tradithérapeute, mais tout à l'heure je l'ai évoqué, on ne connaît pas la nature de ces médicaments. Ça peut avoir des conséquences même sur la sexualité, puisque ça peut, à la longue, ça peut finir par entraîner une faiblesse sexuelle définitive, sans compter les maladies rénales, les maladies hépatiques, les maladies cardiaques. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller vers un médecin pour consulter, puisque c'est une maladie, et c'est une maladie qui se soigne. Alors, ce médecin, qu'il soit urologue spécialiste de cette pathologie, ou bien même un médecin généraliste, peut orienter le patient. Ensemble, on va essayer de voir comment aider ce patient, l'orienter en fonction de la cause. Parfois, ce n'est même pas l'urologue qui le prend en charge, mais c'est lui qui le reçoit en consultation en premier. Ça peut être une cause psychologique, puisque beaucoup de patients qui viennent en consultation pour une faiblesse sexuelle, on fait le point, on ne retrouve pas une maladie organique. Et au final, on se retrouve face à une pathologie psychologique. Et là, intervient le psychologue. Si c'est un diabète qui est la cause, on peut envoyer le patient vers le diabétologue. Donc, tout part par une consultation chez un médecin. Chez un médecin urologue. Chez un médecin urologue de préférence. Mais à défaut, on peut aller commencer par un généraliste qui peut finir par nous orienter vers un urologue. Ok. Et dans tous les cas, la première chose à faire lorsqu'on constate une panne d'érection, c'est de se rendre à l'hôpital, consulter un médecin généraliste ou un médecin urologue qui saura mieux vous orienter sur la cause de cette panne sexuelle. N'est-ce pas, docteur Sani? Effectivement, docteur. Tout à fait. Alors, docteur, est-ce qu'il existe des méthodes naturelles, des petits conseils que vous pouvez donner aux spectateurs pour justement déclencher tous ces facteurs qui favorisent une bonne érection? Des aliments, des comportements, des habitudes à adopter pour... On va parler d'abord des comportements, puisque c'est les comportements... à adopter et à éviter. Hein.
À éviter à adopter et à éviter aussi. À adopter, au comportement à adopter, l'exercice physique. Parce que quand on court, on stimule le corps dans l'effort, eh bien, on fait tomber toutes ces pressions-là, physiquement. Donc, la pression physique qui tombe, elle est la force le poids de cette pression qui tombe est plus fort que le souci. Donc on est embarqué, c'est comme une balance, on est plus embarqué par la fatigue que par le souci. Et finalement, on peut dormir, on peut être relaxé, et puis après on va mieux. Alors les autres comportements, bon évidemment l'alimentation, on en a parlé, on ne va pas encore revenir sur l'alimentation, mais les toxiques. Il faut éviter les toxiques. Le tabac, l'alcool, alcoolo-tabagique. Alors à tous les coups, la panne est assurée. Wow. Donc tous les gens qui boivent, qui fument, ils ont un petit souci de ce côté-là. Ce n'est pas la peine de chercher déjà trop loin. Donc il faut éviter l'alcool, il faut éviter les toxiques, tout ce qui est toxicomanie a un impact sur la fonction sexuelle. Voilà. Merci, docteur Loboué. Alors, docteur Abouo, est-ce que pour les patients vivant avec le VIH, il existe des traitements ou des méthodes qu'on peut appliquer pour réduire les effets secondaires des médicaments sur la fonction érectile, sur l'érection? Alors, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, tout patient qui est dépisté comme ça, VIH positif, il bénéficie d'un suivi. Et le suivi, ce n'est pas seulement de prendre des médicaments, en fait. Le suivi passe par une consultation à des périodes, peut-être chaque 6 mois, chaque 1 an, tu dois passer voir ton médecin qui te suit. Et ce suivi-là permet de détecter ces problèmes-là en termes de prévention. Mais si jamais on constate cette situation, on estime qu'il y a des médicaments qui sont impliqués dans la survenue de cette faiblesse sexuelle-là, comme on dit, dysfonction érectile. Dans ce cas de figure-là, le médecin peut déjà retirer ces médicaments pour adopter d'autres types de traitements. Et il faut se rassurer qu'en Côte d'Ivoire, l'avantage c'est qu'en première intention, ce qu'on a pu utiliser sont des traitements qui, a priori, ne posent pas ce problème-là. C'est réservé à une catégorie de médicaments qui peuvent potentiellement entraîner ces situations de faiblesse sexuelle. Voilà, c'est pourquoi je suis bien content avec la nutritionniste lorsqu'elle évoque la recommandation assez forte, l'exercice physique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois dans ce pays, il y a tellement d'espace. Il y a tellement d'espace, mais bon, nos terrains de jeu, on voit moins, déjà, excusez-moi, les femmes pratiquer le sport. Pour ceux qui le pratiquent, moi je les félicite. Les hommes, c'est vrai que à force d'être toujours dans le travail, les embouteillages, les week-ends, nous sommes tous allés aux funérailles, nous sommes dans nos activités. Donc du coup, on ne s'adonne pas à cette pratique-là. Le plus souvent, ceux qui le font, qui le pratiquent, ce sont ces personnes-là qui sont eux-mêmes sportifs, mais qui exercent une activité sportive. Mais bon, il faut aussi féliciter les personnes qui sont dans ce cas de figure-là. C'est bien dommage lorsqu'on évoque cette situation assez difficile pour des foyers, parce que ça entraîne beaucoup de problèmes dans des couples. C'est responsable de fractures, parce que vous voyez un peu l'impact pour les enfants lorsqu'il y a des divorces. Ça va, les enfants en termes d'encadrement. Un enfant a besoin de son père et de sa mère pour l'accompagner. Un enfant a besoin de vivre dans un foyer pour qu'il soit mieux accompagné en fait. Et c'est souvent l'origine de beaucoup de divorces. Malheureusement, l'impact de l'infectiologie, c'est beaucoup plus en termes de prévention. Parce qu'on a laissé installer la chose, on n'a pas bien traité et on se retrouve au stade des conséquences où on va se retrouver chez l'urologue. Voici pourquoi je le dis,
Lorsqu'on est par exemple VIH positif, avec symptômes de nous faire suivre, allons-y voir nos médecins, exposons notre situation réelle aux médecins pour qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent. Et j'insiste fortement sur cette recommandation-là. Faire la pratique du sport, c'est assez important. Faire la pratique du sport, c'est assez important. Prendre correctement ses médicaments, se faire suivre et ne pas hésiter à aborder la question avec son médecin en cas d'effet secondaire des médicaments qu'on prend. Je partage 100%. Et ce médecin pourra donc juste modifier, faire des petites modifications qu'on appelle les ajustements du traitement qui peuvent, dans la plupart des cas, donc résoudre le problème. Oui. Merci, docteur Aboua. Alors, monsieur Kokoui, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de notre table ronde, quels conseils pratiques vous pouvez donner à tous ces hommes qui nous suivent aujourd'hui, ou même toutes ces femmes, hein, tous ces couples aussi qui nous suivent aujourd'hui, pour gérer leur santé mentale au quotidien, afin de ne pas développer des pannes sexuelles ou des problèmes d'érection? Bien, merci, docteur Acré. Eh bien, pour gérer, bon, je reste convaincu, je partage l'avis des médecins, parce que tout part de l'alimentation. Je ne suis pas médecin, mais je sais que quelque part en médecine, on dit que ton premier médicament, c'est ton alimentation. Voilà. Tout à fait. Et donc, déjà, c'est de suivre les recommandations alimentaires des médecins qu'ils vont rencontrer, que ce soit par le généraliste ou bien le diabétologue, l'urologue, etc. Donc, c'est de suivre les recommandations. Et puis aussi, en termes je vais dire de traitement psychologique, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, nous aussi, à un moment donné, on se rend compte que la consommation de substances psychoactives vient modifier le fonctionnement de l'appareil psychique. Et donc, il faut, dans la mesure du possible, éliminer tout ce qui est substance psychoactive. Comme quoi, par exemple, pour être plus simple pour nos spectateurs? Comme le tabac. Le tabac. Le tabac, tout ce qui est stimulant, je vais dire drogue. Tout ce qui est drogue, je ne vais pas citer toutes les drogues. Voilà, tabac, alcool, et puis, bon, mine de rien, le café, le thé. À forte dose, peut-être. Oui. Et même les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, effectivement. D'ailleurs, sur les boissons énergisantes, si vous lisez, c'est interdit de consommer plus de 2 par jour. 2 par jour. On voit beaucoup qui abusent, surtout au cours des soirées, qui peuvent consommer des dizaines. Nous avons abordé de nombreuses pistes, notamment les causes médicales, les causes psychologiques de la faiblesse sexuelle. Nous avons aussi abordé les solutions qui existent, les bonnes habitudes à adopter lorsqu'on a une dysfonction érectile. Et nous sommes maintenant à la fin de cette table ronde. Alors, nous allons demander à chaque intervenant ce soir de nous donner un petit conseil, un mot de fin. Docteur Loboué, nous allons commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Alors, le premier message, c'est de manger sainement. C'est de manger sainement, de manger équilibré. Équilibré, ça veut dire ne pas exagérer. Un peu de tout. Et surtout, d'éviter les choses qui sont trop grasses, trop sucrées, trop salées. Voilà. Et de pratiquer régulièrement de l'exercice physique en fonction de ses goûts et de ses capacités, de ce que la personne peut faire. Et puis, si elle est diabétique, eh bien, de prendre régulièrement ses médicaments. Et dès que ça ne va pas, il faut venir. Il ne faut pas avoir peur de venir, il ne faut pas rester dans son coin, parce que c'est quand le problème commence qu'il faut le prendre à bras le corps. Parce que quand le problème s'installe pendant longtemps, et bien après, c'est encore plus difficile à traiter. Donc les choses peuvent être rapidement réversibles quand elles sont prises à temps. Okay. Hein, donc il ne faut pas perdre espoir et il faut régler le problème rapidement, dans les meilleurs délais. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci, docteur Loboué. Docteur Aboua? Alors, comme mot de fin, d'abord, je tenais à vous dire merci, un grand merci pour cette table ronde
qui nous permet en fait de toucher un plus grand public. Merci d'abord pour cette invitation. Et nous avons donc abordé ça sur l'angle des IST et l'impact et la relation de cette dysfonction érectile. On parle de faiblesse sexuelle. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, en termes de mots de fin, les actions passent d'abord par les moyens de prévention. Les infections sexuellement transmissibles, c'est au cours des rapports sexuels qu'on se rend malade. On dispose des préservatifs qui vont permettre de limiter vraiment le maximum de contamination. Même si ça ne les exclut pas en termes de... Parce que quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, à travers les liquides séminales, à travers des pratiques que les gens maintenant aujourd'hui utilisent parce que la société évolue. On a vu des vidéos où on explique que non, on regarde, on s'instruit à travers des vidéos adultes. Donc, où là-bas on voit des pratiques qui sont maintenant souvent appliquées par d'autres personnes. Donc, voici un peu d'autres moyens qui peuvent être des échappatoires pour qu'on puisse se contaminer en fait. Donc, les éviter. Et si jamais ces infections s'installent, c'est de vraiment aller à l'hôpital et traiter. Il faut éviter d'avoir honte. Il faut aller à l'hôpital et traiter. Parce que traiter va nous éviter d'aller vers ce qu'on appelle la chronicité. Parce qu'une infection, il faut que je dise ce terme-là, gonocoxie, là, quand il ne traite pas, je suis une chaude piste, là, quand il ne traite pas, là, ça va entraîner une inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, là, ça empêche le sang de bien circuler au niveau des organes génitaux. Je pense que le cardiologue vous a expliqué qu'il est important de savoir que c'est parce que au niveau du sexe masculin, là, il y a le sang qui part là-bas, ça permet de gonfler, et puis là on dit voilà, je suis un garçon. Et après, ça se dégonfle. Donc quand on ne traite pas ces infections, ces gonocoxies et autres là, ça va entraîner là-bas des fibroses, des cicatrisations, et ces infections chroniques-là seront à l'origine de ces infections, de ces dysfonctions érectiles, où on parle de faiblesse sexuelle. Et c'est au moment où la faiblesse sexuelle s'installe qu'on va courir pour aller voir l'urologue, alors que c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps, qui a pas s'installer il y a longtemps, et voici comment ça finit en fait. Voici un peu le message que je voudrais adresser à cette jeunesse-là. Si le problème se pose, n'ayons pas honte. Ce n'est pas seulement que les jeunes, aussi les personnes adultes dans les couples. Si le problème se pose, n'ayons pas honte. Il faut aller consulter pour voir si on peut résoudre le problème, que de se morfondre et puis après se jeter par la fenêtre. Vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Merci. Et on vous dit surtout qu'il y a ce qu'on appelle des psychologues. Quand il y a des trucs qui sont difficiles à trouver, il faut aller les consulter. Il faut aller les consulter. Il ne faut même pas hésiter en fait. Et c'est la honte là qui va nous créer, en tout cas, ces difficultés-là. Vraiment, c'est sur ces mots-là que je tenais à vous remercier pour cette table ronde-là. Et puis vraiment, j'ai été vraiment honoré et puis heureux d'avoir participé auprès de mes confrères. Le sociologue, vraiment, j'ai vraiment beaucoup appris. Je dis aussi à l'urologue, vraiment, j'ai beaucoup appris. Surtout, j'ai bien aimé l'explication de l'endocrino avec cette finesse, cette facilité d'expliquer le diabète. Je pense que ce langage-là percute auprès de la population. Et de temps en temps, je pense que je vous invite à continuer à organiser ce genre de plateau-là pour nous permettre de pouvoir communiquer avec nos patients à travers les écrans, à travers vous. Merci beaucoup en fait. C'est nous qui vous remercions, Dr Abour. Alors, Monsieur Kokwe, prise en charge psychologique, est-ce que vous avez un petit mot de fin, un message d'espoir peut-être à l'endroit de nos spectateurs qui sont concernés par la question? Oui, merci docteur, merci. Effectivement, le message, je dirais, d'espoir, je prends vos mots. Le message d'espoir, c'est que tout a une solution. Tout a une solution et je dis à ceux qui nous écoutent maintenant que la faiblesse sexuelle n'est pas essentiellement due à une problématique au niveau du fonctionnement du corps. Ça peut être dû à des souffrances psychiques. Et donc, on a vu la vidéo dans laquelle, lorsque ces personnes rencontrent ces difficultés, tout de suite, pour la plupart des personnes dans cette vidéo, tout de suite, elles ont recours à un traitement traditionnel.
c'est vrai que nous-mêmes, en consultation, lorsqu'on analyse le parcours de soins, on se rend compte que les personnes sont restées plusieurs moments en thérapie, en traitement traditionnel, et c'est après, lorsqu'elles se rendent compte que ça ne marche pas, elles vont maintenant en médecine avant de revenir chez nous. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est vrai que dans les représentations sociales, nous sommes africains. C'est très important de faire recours à nos traditions. Mais aujourd'hui, la médecine explique mieux et a des capacités pour répondre directement aux difficultés physiologiques, aux maladies qu'on a. Aujourd'hui, la faiblesse sexuelle, c'est une maladie comme le palu. Et donc, la médecine est capable, avec ses spécialistes, est capable de prendre en charge rapidement avant de pouvoir faire recours à autre chose. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est, j'encourage, mais vraiment vivement, je conseille vivement à la population de consulter les médecins, donc le médecin généraliste, en général, pour une orientation en spécialité. Et donc, voilà, et à ce niveau, ça sera très facile pour eux de pouvoir recouvrer la santé qu'ils souhaitent. Voilà. Merci, M. Kokwe. Recommandation de consulter un médecin généraliste, mais aussi un médecin urologue qui, le plus souvent, même est consulté en premier. Alors, docteur Sani, en tant que notre urologue ce matin, est-ce que vous pouvez donner un mot, un petit conseil, une petite recommandation? Alors, merci, docteur Akré. Je pense que je vais essayer de faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit pour le mot de fin. Tout ce que j'ai à dire à la population, c'est de retenir que la dysfonction érectile ou bien la faiblesse sexuelle, c'est une maladie. Mon collègue vient de le dire, c'est comme le paludisme. Donc c'est une maladie effectivement qui touche l'appareil génital de l'homme et que c'est une maladie qu'on prend en charge intégralement à l'hôpital. Pourquoi je fais cette précision? Puisque avant, on peut dire qu'on était un peu limité dans la prise en charge de faiblesse sexuelle. Mais sachez que la médecine a évolué. Surtout l'urologie a évolué. De nos jours, il y a même un traitement chirurgical de la faiblesse sexuelle. Puisque si je reviens sur le mot qu'on employait avant, l'impuissance, qui était un terme pour qualifier cette maladie d'incurable, est devenu, je dirais quoi, ça fait partie de notre passé. Puisque de nos jours, même quand on parle de l'impuissance, on peut traiter ça de façon chirurgicale. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour un patient qui souffre de faiblesse sexuelle, qui vient en consultation, que ce soit chez un généraliste qui le réfère vers un neurologue, on fait les investigations. Si on trouve une maladie organique et qu'on trouve que c'est irréversible naturellement, on peut lui proposer une solution chirurgicale qui est la prothèse pénienne, qui consiste à remplacer les corps caverneux qui étaient défaillants pour qu'il puisse retrouver sa virilité, faire des enfants. Pratiquement naturellement. Donc, tout dépend de cette cause. Si c'est une cause psychologique, le psychologue est là. Si c'est une cause cardiovasculaire, les cardiologues. Si c'est une cause infectieuse, les infectiologues est là. Si c'est les maladies métaboliques, les spécialistes sont là. Et même si ce n'est plus possible de les prendre en charge du côté médical, il y a le côté chirurgical qui propose une solution. Donc, en résumé, c'est pour dire à la population de ne pas se décourager, qu'il y a toujours une solution, quelle qu'en soit la cause ou la conséquence de cette maladie. Merci, docteur. Et je conseille la population à surtout consulter à l'hôpital. Il faut laisser ces traitements traditionnels, il faut laisser ces boissons énergisantes qui ne vont rien apporter. C'est vrai que ça va apporter une petite solution, un petit plaisir au début, mais ça va toujours finir par la gravité. Merci, docteur Sani. Je retiens vos derniers mots, de ne pas se décourager. Il y a toujours une solution. Les dysfonctions érectiles ou encore faiblesse sexuelle ou panne sexuelle ne sont pas une fatalité. Elles se soignent et ce sont juste des signaux que votre corps vous envoie. Alors, parlez-en, consultez un médecin, agissez. Merci, chers spécialistes. Merci à vous aussi, chers spectateurs, d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine table ronde santé.